Est-ce que vous avez une stratégie pour utiliser l'effet de levier de façon intelligente ou est-ce que vous y allez à peu près? Tu sais, comment vous faites pour tracer la ligne entre ne pas utiliser le crédit et utiliser le crédit pour l'effet de levier, pour l'investissement? Si vous n'avez pas de stratégie concrète en ce moment pour faire cela, l'épisode d'aujourd'hui va vous intéresser parce que je vous dévoile ma stratégie pour utiliser l'effet de levier intelligemment. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, avec les années, je suis arrivé avec une stratégie que j'ai utilisée personnellement et dont je partage avec vous une stratégie pour utiliser l'effet de levier de façon intelligente, de façon à conserver la paix financière, mais tout en progressant vers l'indépendance financière. Parce que, l'idée première, supposons qu'on regarde là, l'idée de Dave Ramsey qui est de ne jamais utiliser l'endettement pour absolument rien. Ça peut être bon pour nous. En passant, là, cette stratégie-là, elle peut être bonne pour nous, OK? Il n'y a aucun mal à ça. Si nous, notre objectif, c'est de ne jamais utiliser l'endettement parce que c'est ce qui nous convient personnellement, tant mieux. Moi, je vous encourage même à continuer dans ce sens-là. J'ai eu plusieurs moments dans ma vie, depuis que j'ai terminé de payer mon hypothèque, où est-ce que je n'avais plus aucune dette. Et puis, c'est un très bon feeling de savoir qu'on ne doit rien à personne. Donc, je vous encourage, si c'est ce que vous voulez, à continuer de cette façon-là. Par contre, il y en a pour qui n'avoir aucune dette, ne pas utiliser l'effet de levier. Il y en a pour qui on sent qu'on fait du surplace, on sent qu'on n'utilise pas tous les outils à notre disposition pour vraiment aller encore plus vite vers l'indépendance financière. C'est certain, lorsqu'on regarde l'effet de levier dans les 50 dernières années, ceux qui ont développé leur patrimoine, ceux qui ont accumulé une richesse, on doit effectivement se rendre à l'évidence que l'effet de levier a beaucoup contribué à ceux qui ont accumulé un patrimoine dans les 100 dernières années. Donc, évidemment qu'on pourrait vouloir une stratégie. Donc là, le danger, c'est de le faire un peu n'importe comment, c'est de ne pas avoir de cadre, c'est de ne pas avoir de structure. Donc aujourd'hui, je vais parler de ma stratégie, celle que moi j'ai utilisée et c'est une stratégie qu'on n'entend pas beaucoup nulle part ailleurs, que les gens ne vont pas vous parler directement de la façon que je vais vous le présenter aujourd'hui. Je l'appelle la stratégie de l'intérêt déductible. OK, je vous l'explique. En gros, la stratégie consiste à ne jamais utiliser l'endettement pour notre consommation. Okay? On revient quand même avec cette idée-là. Donc, on n'utilise pas l'endettement pour un prêt étudiant, pour le prêt voiture, pour les prêts rénovation, pour la carte de crédit, pour les voyages. On n'utilise pas l'endettement pour rien de tout ça, rien de notre consommation. La seule exception sera d'acheter notre résidence principale. OK? Ce sera la seule dette avec intérêt non déductible qu'on va permettre, OK? Puis, on va vouloir rembourser ça en priorité par la suite. Et ce qu'on va permettre ensuite, c'est de pouvoir utiliser la dette, le crédit, mais là où on aura un prêt avec intérêt qui est déductible d'impôt, OK? Donc ça, c'est la stratégie, c'est le cadre. Lorsqu'on arrive pour emprunter, on pourra se poser la question, est-ce que l'emprunt que je suis en train de faire, est-ce que c'est déductible d'impôt? Si c'est non, on ne le fait pas. Si c'est oui, on va de l'avant. OK? Il peut y avoir d'autres critères en passant, là, à savoir si c'est oui, hein, parce que si notre projet d'investissement, dépendamment si il est payant, s'il n'est pas payant, ça pourrait être un autre critère. Mais disons qu'un critère de base, OK, qui est une bonne place où commencer, c'est se poser la question, est-ce que notre prêt aura de l'intérêt déductible d'impôt?
OK? Parce qu'il y a des règles claires par rapport à la fiscalité, par rapport à ça. Donc, on n'aura pas le choix d'y penser comme il faut. On n'aura pas le choix de bien structurer nos choses pour pouvoir utiliser l'endettement de cette façon-là. OK? Puis ça va mettre un cadre sur comment, oui, utiliser l'endettement, mais comment en même temps, non, ne pas l'utiliser de n'importe quelle façon, puis comment éviter les dérapages. On va y aller de cette façon-là. OK, donc c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. On va aller en détail là, sur quelques idées par rapport à cette stratégie-là, la stratégie de l'intérêt déductible. Première chose, OK, c'est que, comme je viens de dire, on va utiliser la dette déductible comme un cadre strict. C'est pas magique, ça impose une discipline. Ça impose le fait qu'on ne va pas le faire de n'importe quelle façon. La dette doit être isolée, ça doit être une tranche séparée, il ne doit pas y avoir de contamination, il doit exister une trace claire vers l'investissement qui correspond pour être capable de ensuite demander les déductions fiscales. L'investissement aussi doit être éligible fiscalement. Donc, ce n'est pas tous les investissements qui sont éligibles. Il faut savoir, donc il faut s'informer, il faut s'assurer que ce dans quoi on investit, c'est éligible fiscalement. Et puis, ça met un cadre, ça met des limites et puis ça va dicter. Ça peut pas être une marge pour consommer, ça peut pas être, exemple, je vais éviter de prendre dans mes placements pour payer ma voiture. Tu sais, ça rentre pas parce que lorsqu'on va emprunter pour la voiture, c'est non déductible, donc c'est non. Donc, on ne va pas l'utiliser de cette façon-là. C'est une dette contractée uniquement pour produire un revenu imposable. La déductibilité crée un cadre et ce cadre force la rigueur. Exemple, avoir une marge distincte ou avoir un emprunt qui sert, par exemple, à la mise de fonds pour un immeuble locatif. Investir aussi dans un portefeuille dans les marchés financiers où les placements sont éligibles pour la déductibilité des intérêts, où est-ce qu'on a une traçabilité claire. Donc, un exemple de mauvaise structure, ça peut être d'utiliser une marge de crédit pour deux choses différentes, puis ensuite de l'utiliser pour investir, puis après ça, faire des rénovations avec pour notre maison, ou ensuite l'utiliser pour des petites dépenses qu'on a faites temporaires, puis qu'on n'a pas tout à fait l'argent. Donc là, on est contaminé, la déductibilité compromise, ça ne fonctionne plus. Donc, on évite ces erreurs-là, on se met un cadre clair. Okay? Donc ça, c'est l'idée numéro 1. Idée numéro 2, la règle est simple pour décider si on utilise l'endettement ou pas. Okay? C'est est-ce que cette dette respecte le cadre de la déductibilité? Okay? Sinon, on évite, on ne va pas de l'avant. Si oui, on analyse, on peut aller plus loin, on peut voir si on va de l'avant avec l'emprunt. Ça élimine les décisions émotionnelles, les justifications créatives, les oui mais ou parce que c'est facile de justifier l'utilisation de l'endettement. Moi, je vous comprends, je l'ai moi-même fait dans le passé. C'est vraiment cette façon-là que j'ai utilisé l'endettement et c'est cette façon-là que j'encourage mes clients à utiliser pour l'endettement, c'est-à-dire on va vouloir rembourser notre prêt le plus rapidement possible. Par exemple, un prêt auto à 60 000 financé, c'est non déductible, on refuse, on ne fait pas ça. Autre exemple, un investissement locatif structuré où est-ce que l'emprunt est déductible, on a une tranche séparée, ça vaut la peine d'analyser plus loin le projet. Peut-être que oui, on va aller contracter la dette pour ça. Autre exemple, on veut acheter notre première propriété. Bien, à ce moment-là, le prêt est considéré comme l'exception, même si le prêt pour acheter notre résidence principale est non déductible, c'est la seule exception. Idéalement, on veut que le paiement soit le plus bas possible et on va vouloir mettre un amortissement. On va vouloir rembourser ce prêt non déductible-là le plus rapidement possible. On pourra utiliser des stratégies ensuite, Manœuvre-Smith de base ou mise à part de l'argent pour rembourser le non déductible, transformer en déductible. Parce que ça, on est correct à plus long terme parce qu'on a un actif qu'on peut en tout temps prendre puis rembourser le prêt. C'est complètement différent que d'avoir, par exemple, des prêts qui sont non déductibles. La voiture, par exemple. On ne peut pas vendre la voiture, rembourser le prêt. La voiture, elle va avoir tout de suite perdu beaucoup, beaucoup de valeur. Souvent, on ne rentrera pas dans notre argent. De toute façon, on en a besoin, c'est pour notre consommation. Même chose pour notre maison. Oui, on peut vendre notre maison, mais on se retrouve à loyer, on n'est pas plus avancé. Donc, notre prêt hypothécaire, non déductible pour notre maison, on va l'amortir sur une période de temps. On va vouloir le rembourser le plus rapidement possible, amener ça à zéro. Ensuite, les prêts déductibles d'impôts pour nos investissements,
ceux-là, on peut être moins pressé. Donc, une fois qu'il nous reste juste ça dans notre vie, une fois qu'il nous reste juste des prêts avec intérêt déductible d'impôt, on pourrait, par exemple, d'un matin, décider de tout rembourser ça si on voulait, si on vendait nos investissements, nos placements, puis qu'on remboursait les dettes. Donc, on a cette flexibilité-là qu'on n'a pas avec les autres types de dettes. OK? Puis, on peut décider de diminuer de moitié, par exemple, notre endettement. On peut jouer avec ça rendu là selon le niveau de confort qu'on a, selon les liquidités aussi, selon les liquidités qu'on va avoir mensuellement. On peut jouer avec ça. On peut jouer avec notre niveau d'endettement. Puis, c'est certain, plus qu'on a de dettes, plus qu'on a de placements, plus qu'on utilise l'effet de levier, plus vite que notre patrimoine augmente. Mais normalement, plus qu'on a de dettes aussi, moins qu'on a de cash flow, moins qu'on a de liquidité. Donc, on va vouloir, une fois que tout le non déductible est payé puis qu'il nous reste juste de l'endettement déductible, on pourra un petit peu jouer avec ça. Puis selon le niveau de liquidité qu'on veut pour notre train de vie, pour notre indépendance financière, on pourra jouer avec ça et rembourser les dettes avec les placements, vendre nos placements pour ce qu'on n'est pas à l'aise, puis garder ce qu'on est à l'aise, etc. Donc ça, c'était pour l'idée numéro 3. On combine en faisant ça le remboursement et on combine investissement. Tu sais, l'idée, c'est que si on n'a pas ce cadre-là, puis qu'on dit, OK, moi, je veux rembourser mon hypothèque, puis qu'on n'a pas comme l'autre option à côté, ben là, on doit choisir. On doit choisir entre rembourser l'hypothèque et investir. Puis ça, c'est pas le fun. Idéalement, on veut faire les deux en même temps. On veut faire les deux. Mais l'idée ici, la stratégie du prêt déductible d'impôt, ça permet de faire les deux en même temps. OK? C'est pas rembourser ou investir. C'est pas tout mettre sur l'hypothèque ou tout mettre en bourse, OK? Puis garder une dette pour toujours, sans vraiment de plan clair pour la rembourser, c'est pas ça. Donc, l'idée de la stratégie de l'intérêt déductible d'impôt, ça va nous forcer à faire les deux, à rembourser puis à investir. Toujours, on n'est pas obligé là, d'aller investir. Si on veut rembourser seulement, c'est parfaitement correct de vouloir faire ça, OK? Je le répète. Mais moi, je vois beaucoup de gens où est-ce qu'on est déchiré entre les deux. Ici, on a une stratégie qui permet de faire les deux. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a la paix financière et on avance en même temps. La paix financière, ça provient du fait que notre dette non déductible, elle diminue, elle arrive à zéro assez rapidement parce qu'on a une stratégie claire en place, mais on avance aussi réellement vers l'indépendance financière. On le fait aussi au niveau qu'on est à l'aise. On peut déterminer notre niveau d'endettement puis le fixer à un niveau précis, le diminuer si jamais on sent que c'est trop haut ou l'augmenter si on sent qu'on a de la place pour aller un peu plus vite. C'est flexible, OK, comme stratégie. Donc, on rembourse l'hypothèque, ça réduit le risque, on améliore le flux de trésorerie, on prépare le terrain pour l'indépendance financière, mais lorsqu'on investit, on augmente notre actif, on va un petit peu plus vite. Puis oui, on se limite sur le cash flow, mais on avance plus vite vers l'augmentation de notre patrimoine. Balancer ces deux choses-là, les deux peuvent coexister dans une structure cohérente. C'est ce que permet ici la stratégie de l'intérêt déductible. OK? Une stratégie désorganisée, ça serait d'investir agressivement, puis juste de ne pas penser à rembourser notre hypothèque, laisser ça toujours sur 30 ans, refinancer. Puis on se retrouve à la retraite qu'on a encore cette dette-là qui a coûté assez cher quand même, qui est de l'intérêt qui est non déductible. Puis là, on ne sait pas trop comment rembourser ça parce que toutes nos choses sont prises dans des placements dans des REER. Parce qu'on n'y a pas pensé d'avance à rembourser cette dette-là, ou on peut se faire une stratégie structurée. Donc, remboursement accéléré de la dette non déductible, réutilisation stratégique, dette convertie en dette productive, le patrimoine avance et le risque diminue. La vraie flexibilité commence quand la dette non déductible disparaît. Okay, moi, ça a changé ma vie. Quand j'ai eu terminé de payer ma dette non déductible, le prêt qui avait servi à l'achat de mon condo, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai décidé de quitter mon emploi, j'ai décidé de devenir travailleur autonome, j'ai
continuer à investir. Ma valeur nette a plus que doublé depuis ce temps-là. Puis, ça l'ouvre les portes. On peut aller prendre un petit peu plus de risques si on est à l'aise. Je vous encourage à y réfléchir, à utiliser cette stratégie-là de l'intérêt déductible. Si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils, de quelqu'un qui l'a déjà fait, je vous encourage à m'appeler, à utiliser mes services de courtage hypothécaire. La façon que ça fonctionne, moi, c'est on fait une transaction ensemble, puis j'offre l'accompagnement, les conseils. Je suis comme un coach en finances personnelles, dans le fond, qui pourrait charger des milliers de dollars pour faire des consultations. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Tu sais, une fois que les gens ont eu un certain succès avec leurs finances personnelles ou en affaires, ils vont se reconvertir en coach, puis les gens payent des milliers de dollars pour ça. Moi, c'est gratuit. Vous pouvez avoir les consultations que vous voulez lorsque vous prenez votre hypothèque avec moi. Puis ça tombe bien parce que je me spécialise là, dans la déductibilité de l'intérêt. Je suis professionnel accrédité Manœuvre Smith. Donc, j'ai accès à tout un réseau de professionnels qui ne font que ça, ces stratégies fiscales-là, Manœuvre Smith, MAPA, MAPAL. Le conseil, l'accompagnement vient gratuitement lorsque vous décidez que je suis votre courtier hypothécaire puis que vous prenez vos hypothèques à travers mes services. Vous avez évidemment d'excellents taux d'intérêt, de conditions. On va aller chercher la bonne hypothèque aussi. Surtout, on va aller chercher la bonne structure. Puis on a surtout, ce qui vaut très cher, c'est le conseil qui va en mettant en place votre stratégie. OK? Il y a certains courtiers hypothécaires ailleurs dans le Canada qui vont charger des milliers de dollars là, à leurs clients. Ils vont recevoir une commission lorsqu'ils vont faire l'hypothèque, puis en plus, ils vont charger 3, 4, 5 000 dollars pour l'accompagnement, de mettre en place une MAPAL, une manœuvre de Smith de base. Moi, ici, il n'y a rien de ça. J'ai la commission du prêteur, puis l'accompagnement, les conseils, c'est gratuit. On fait tout ça ensuite. C'est inclus. Donc, tu sais, honnêtement, c'est un super deal, là. En plus d'avoir le coaching vers l'indépendance financière aussi de quelqu'un qui est passé par là. Hein? Au lieu d'aller voir un conseiller dans une banque qui n'a pas 1000 $ de côté dans son compte, puis qui commence dans la vie, puis qui va essayer de vous vendre des produits, moi, c'est pas le cas. Je ne veux pas rien vous vendre de particulier. J'ai pas besoin de ça. Moi, je fais ça pour aider. Oui, j'ai une commission parce qu'en bout de ligne, quand je fais une transaction hypothécaire, quand je fais des consultations, j'y mets du temps. Donc, c'est quand même un travail pour moi rémunéré, mais je le fais vraiment dans le but d'aider. Donc, quand je fais une hypothèque, là, je fais une hypothèque comme si je faisais l'hypothèque à quelqu'un dans ma famille, OK? Je prends vraiment à cœur chaque transaction hypothécaire. Je veux m'assurer que la personne va s'en aller vers rembourser son prêt qui est non déductible d'impôt, va payer le moins d'intérêt possible, va aller chercher les remises en argent, va avoir un plan qui fait du sens et en bout de ligne, la personne qui fait affaire avec moi utilise mes services, définitivement a les conseils et l'accompagnement en place pour s'enrichir. OK? On va aller chercher des centaines, des milliers de dollars en utilisant mes services de cette façon-là. Voilà, c'est ce que j'offre. Je vous souhaite donc un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!